On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge, et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle, mais ça vous le savez déjà. Et notre premier épisode, c'est la place de Halloween dans Harry Potter. On a décidé de faire ce premier épisode sur Halloween parce que dans l'actualité, on est proche de Halloween pour ce premier épisode en termes de date de sortie. Et puis c'est la fête des sorciers, la fête des sorcières, et puis Halloween prend quand même une place très importante dans les Harry Potter. On va en parler juste après. Et puis on va vous décoder tout ça avec nos analyses. Pour commencer, je voudrais revenir sur ce que c'est Halloween, les définitions, un petit peu ce que c'est dans le monde moldu, dans notre monde. Est-ce que t'es une moldue, toi ? Officiellement, j'ai pas trop le droit de dire que je suis une sorcière. Ah ok, alors on va faire croire à nos auditeurs qu'on est moldus pour pas leur révéler l'existence de la magie. Voilà. D'accord. T'as tout compris. C'est pour ça qu'on fait des petites analyses, histoire de leur faire croire et tout, mais tout va bien. Alice, est-ce que tu veux me partager un petit peu ce que tu sais d'Halloween dans le monde moldu ? Oui, carrément. Alors Halloween, en fait, à la base, ça vient d'une fête celtique. Ça vient de la fête de Samhain. Je sais pas si tu connais, Lucie. Dans le calendrier des fêtes celtiques, en fait, il y a plusieurs fêtes tout au long de l'année qui rythment et qui sont en fait au milieu, qui sont vraiment en lien avec les saisons. Donc, dans le calendrier aujourd'hui qu'on on a les équinoxes, on a les solstices d'hiver et d'été, donc le 22 décembre et puis le 21 juin, et puis on a les équinoxes qui sont à peu près le 21 septembre et à peu près le 21 mars, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Et en fait, les fêtes religieuses celtiques, elles viennent plus ou moins à mi-chemin entre l'équinoxe et le solstice à chaque fois. Donc Halloween, c'est la fête de Samhain, ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N, c'est à peu près à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. On va pas rentrer dans le détail des autres fêtes celtiques parce que c'est pas le propos. Mais en tout cas, Samhain, c'est une fête qui est vraiment là pour célébrer en fait la fin de la période d'été et l'ouverture vers la nuit, en fait, la période où vraiment il fait de plus en plus noir. D'ailleurs, originellement, Samhain, c'était plus autour du 7-8 novembre que le 31 octobre. Et en fait, avec les autres calendriers, aujourd'hui, voilà, la religion catholique a placé le jour de la Toussaint le 1er novembre. Donc c'est vrai qu'il y a eu un repositionnement dans le calendrier à quelque chose qui est plus fixe le 31 octobre, mais à la base, c'était plus autour du 7-8 novembre. Donc si vous faites bien le calcul, on arrive entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Tu le savais, ça ? Je ne savais pas ces détails-là. Et est-ce que toi, tu connais l'origine du mot Halloween ? Alors, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je veux bien que tu me fasses une petite piqûre de rappel. Ok, donc Halloween, en fait, ça vient de All Hallows Eve, en anglais, c'est-à-dire la veille de tous les saints. Donc, en fait, la veille de la Toussaint. Et effectivement, donc la Toussaint, c'est le 1er novembre. Et Hallow, évidemment, ça va te sonner aux oreilles. Bien sûr. Enfin, tu vas reconnaître le fait que le titre du dernier Harry Potter en anglais, c'est The Deathly Hallows. Donc, on va peut-être revenir après sur le lien avec les reliques de la mort. Mais Hallow, à l'origine, c'est une forme archaïque en anglais. On va faire un peu d'étymologie. C'est une forme archaïque en anglais de holy, qui veut dire saint. Et in, ça vient de evening, c'est une contraction de evening, donc All Hallows Eve, Halloween. C'est comme ça que c'est devenu le mot Halloween, en fait. D'accord. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à Halloween dans le monde moldu ? Oui, alors aujourd'hui il y a beaucoup de célébrations avec des monstres, etc. Mais en fait tout autour du monde, par exemple au Mexique, c'est aussi une fête où on célèbre vraiment les morts. En fait c'est une fête de transition, comme on disait, vers l'obscurité, mais aussi traditionnellement, et puis plus dans les cultures spirituelles un peu, on dit que c'est une fête, un moment de l'année où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est beaucoup plus fin qu'à d'autres moments. Et c'est pour ça que par exemple au Mexique, il y a la culture de la fête avec les morts. El Dia de los Muertos, c'est le 31 octobre ? Ouais.
Ah, je pensais que c'était au printemps. Ah non, non, il me semble que c'est au même moment. Enfin, à D'accord. vérifier, mais il me semble que c'est au même moment. Voilà, donc il y a vraiment une notion de transition et une notion vraiment de reliance à la mort sur cette fête. Ok. Et bah très bien, tu as dit pas mal de choses. Effectivement, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes qui est fêtée le 31 octobre. C'est fêté la veille de la Toussaint, que tu as dit également. La Toussaint qui est une fête catholique honorant tous les saints, qui est plus généralement connue comme effectivement le jour des morts. C'est particulièrement une fête populaire en Écosse, Irlande, Pays de Galles. Et il y a une légende irlandaise, Jack O'Lantern. Je sais pas si tu connais, c'est une expression qui est apparue vers 1660, signifiant veilleur. Vas-y, raconte-moi parce que je suis pas sûre de la connaître. Alors, Jack O'Lantern aurait été un maréchal ferrant irlandais, avare, ivrogne, méchant et égocentrique. Donc ça, déjà Sympa le super. personnage. En gros, un soir, quand il était dans une taverne, Jack bouscula le diable. Le diable, comme il en a l'habitude de le faire, il tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demanda alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Rapidement, Jack prend la pièce et la glisse dans sa bourse. Sauf que cette pièce, elle contenait une croix d'argent. Le diable ne peut plus se transformer à nouveau, il est prisonnier sous cette forme de pièce. Jack, il arrive du coup à obtenir du diable le fait qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant 10 ans, 10 années. Le diable accepte. Donc 10 ans plus tard, Jack rencontre le diable une nouvelle fois sur une route de campagne. Donc ce dernier, le diable, il redemande son dû, C'est-à-dire son âme. c'est-à-dire son âme. Jack réfléchit très rapidement, il lui dit d'accord, mais d'abord est-ce que tu peux me cueillir une pomme sur cet arbre ? Le diable, ok, il accepte, il monte sur les épaules de Jack, et sauf que là, Jack, il fait un move très malin, il fait une croix sur l'arbre, ce qui fait que le diable, il est à nouveau coincé. Jack obtient alors du diable la promesse qu'il ne prendra jamais son âme. Le diable, n'ayant pas d'autre solution, il accepte, et Jack efface la croix qu'il a tracée sur le tronc. Ensuite, plus tard, quand Jack mourut, l'entrée du paradis lui a été refusée, à cause de ce qu'on a dit, sa vie d'ivrogne, d'avare, de méchant, égocentrique, tout ça. Mais conformément à sa promesse, le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il arrive à Jack s'il peut pas rentrer ni au paradis ni en enfer? Il arrive quand même à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent, comme ça il peut éclairer son chemin dans le noir. Et donc il place ce morceau de charbon dans un navet creusé en guise de lanterne. Et il se voit condamné à errer sans but jusqu'au jugement dernier, avec sa lanterne. Et donc c'est pour ça qu'il a gagné le surnom de Jack of the Lantern, Jack à la lanterne en anglais. Et chaque année ça réapparaît, et c'est aussi pour ça que on sculpte dans une citrouille avec des bougies à l'intérieur pour faire un peu la lanterne de Jack. Ça te fait pas penser à quelque chose? Une personne qui fait un pacte avec le diable et qui est malin et qui essaie de se débrouiller pour pas mourir et pour négocier avec le diable quelque chose? Non, je sais pas. Bah moi ça me fait penser justement aux trois frères, au conte des trois frères qui essaient d'échapper à la mort et qui arrivent dans le conte des trois frères, ils arrivent à faire un pont pour passer au-delà de la rivière qui aurait dû les emporter, et la mort est déçue du coup et fait semblant de les congratuler et leur dire « Oh bravo, vous avez échappé, du coup je vais vous récompenser », et eux ils font en sorte d'humilier la mort et de faire en sorte de ruser pour échapper encore plus à la mort. Et donc d'avoir une baguette qui leur permet d'être encore plus invincible, d'avoir une pierre pour faire revenir les morts, et d'avoir une cape d'invisibilité pour se cacher de la mort pour pas qu'elle les trouve. Et en fait, c'est un petit peu la même chose finalement. Enfin, quand on extrapole... Ouais, donc, je connaissais pas la légende, mais là, quand tu me la racontes, je me dis, mais en fait, est-ce que ça serait pas de là qu'elle s'est inspirée pour créer les reliques de la mort, en fait, finalement? Si, c'est possible. Et donc, du coup, ça donnerait encore plus de sens au fait que The Deathly Hallows soit relié à Halloween et à Jack O'Lantern, du coup, à cette légende. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. On reviendra sur le thème des reliques de la mort plus tard,
D'abord pour terminer avec la fête de Halloween chez les Moldus. Donc effectivement, comme on l'a dit, Halloween est célébré aujourd'hui principalement dans les pays anglo-saxons, mais pas que. C'est pas exhaustif. La tradition veut que les enfants se déguisent avec des tenues effrayantes, donc sorcières, squelettes, vampires, monstres, fantômes, etc. Et sonnent aux portes en demandant trick or treat, donc des bonbons ou des sorts. Après, chacun fête Halloween comme il le souhaite, il peut y avoir des feux d'artifice, ou alors des jeux pour les enfants, des lectures de contes ou des poèmes horrifiques, mais aussi, pour les plus courageux, le visionnage de films d'horreur. Donc nous, quand on était petites, effectivement, on se déguisait, on creusait des citrouilles, on prenait nos petites lanternes, on allait sonner pour avoir des bonbons, on se mettait sur notre 31, et on célébrait l'étrange. Donc c'est ça, Halloween dans le monde moldu. Maintenant, pour entrer dans Halloween dans le monde des sorciers, est-ce qu'on pourrait commencer avec un petit historique ? Donc ce que je te propose, Alice, c'est de commencer en me disant ce qui se passait le 31 octobre 1981. Ouais, et ben en fait, en fait, l'histoire commence le jour d'Halloween et commence le 31 octobre 1981, puisqu'en fait, le tout premier chapitre de Harry Potter 1, Le garçon qui a survécu, commence. En fait, non, en fait, ça commence le 1er novembre. Parce que le 31 octobre 1981, c'est le jour où Voldemort est allé à Godric's Hollow et a tué James et Lily et a essayé de tuer Harry. Et donc, il n'a pas réussi à tuer Harry, Harry a frôlé la mort et devient un Horcrux à ce moment-là. Alors, on l'a pas précisé, mais concrètement, attendez-vous à des spoilers, donc si jamais vous savez pas... Oui, il vaut mieux avoir tout lu et tout vu si vous voulez pas être spoilé. Donc ouais, du coup, l'histoire, en fait, de Harry Potter, elle commence le 31 octobre 1981. Et du coup, c'est ce jour-là, en fait, qui lance toute son histoire, toute sa légende personnelle, puisqu'en plus, donc, il devient un Horcrux. Donc c'est le jour où la prophétie, finalement, est marquée dans la pierre, ou dans la chair, même, j'ai envie de dire, de Harry, puisqu'il devient un Horcrux et il devient lié à Voldemort. Et donc, effectivement, le premier chapitre de Harry Potter 1, Le garçon qui a survécu, se passe le 1er novembre 1981, c'est-à-dire le lendemain. Et on a toute la journée où l'oncle Vernon, Vernon Dursley, il fait sa vie dans la compagnie. Et on voit plein de personnes qui sont déguisées en sorciers. Et sauf qu'en fait, c'est pas des moldus, c'est des sorciers qui se baladent, mine de rien, dans la rue, comme si tout était normal. Effectivement, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça a impacté les moldus de cette époque, puisque effectivement, c'est le jour où tout va basculer pour les Dursley, donc l'oncle et la tante de Harry. Parce que Vernon, quand il se rend au travail, il voit effectivement des gens étranges dans des robes avec des chapeaux, etc., qui célèbrent. Et donc, on peut se dire, c'est Halloween, il célèbre l'étrange. Mais en fait, non, il célèbre la fin de Lord Voldemort. C'est le 31 octobre, marque donc la mort de James et Lily, la fin du premier règne de Voldemort, la célébration des sorciers, et tout ça a créé un mystère énorme. Comment est-ce qu'un nouveau-né peut vaincre le Seigneur des Ténèbres ? Et Lucie, est-ce que tu sais que ce jour-là, il est raconté 3 fois dans les Harry Potter ? En fait, on le voit de 3 perspectives différentes. Est-ce que tu t'en souviens ? Mais alors on le voit à la perspective de Vernon, ça c'est sûr. Sur le premier chapitre de Harry Potter 1. Sur le premier chapitre de Harry Potter 1. On le voit de la perspective de Hagrid, je crois. Quand il raconte un peu à Harry très rapidement... Alors ça, c'est dans les films, où effectivement, quand Hagrid, sur le chemin de traverse, explique à Harry pourquoi est-ce qu'il est connu, on a un flashback dans le film où on voit la mort de James et Lily, mais du coup, dans les livres, oui, c'est vrai que c'est raconté quand même, t'as raison. Et donc du coup, il y a encore 2 autres fois. Tu me donnes un indice ? Dans Harry Potter 7. Dans les limbes ? Non. Dis-moi. À Godric's Hollow, dans le chapitre 16, si je dis pas de bêtises. Quand Harry et Hermione ont affronté Nagini, il y a Voldemort qui arrive à Godric's Hollow, et on a une partie du chapitre où on a le point de vue de Voldemort, et il y a un flashback du point de vue de Voldemort de quand il arrive à Godric's Hollow pour tuer Harry Potter.
et qui voit des petits moldus dans la rue, quelqu'un qui lui dit Nice costume, sir, donc joli costume, monsieur, et qu'il hésite à tuer cet enfant moldu, et qu'ensuite il se dit non, et ça vaut pas la peine, en mode Voldemort sur un bonjour qui a même pas envie de tuer un bébé moldu parce qu'il va enfin tuer Harry Potter et se débarrasser de cette fichue prophétie. C'est vrai, je me rappelle. Ouais. Donc ça, on l'a du point de vue de Voldemort, et on a encore un autre point de vue, mais là c'est plus dans l'univers étendu. Dis-moi. Dans le Harry Potter et l'enfant maudit. Oui, dans l'enfant maudit à la fin de la pièce. Parce que du coup... Dans le chapitre 4. Enfin, dans la 4e partie de l'enfant maudit. Effectivement... Bon, attention, c'est du spoil, c'est jamais... vous avez pas vu l'enfant maudit, mais il me semble que c'est vu du coup du point de vue de Albus Potter, quand il remonte le temps et qu'il arrive à l'époque où du coup ses grands-parents, donc James et Lily, meurent. C'est ça, en fait, sur l'acte final de Harry Potter et l'enfant maudit, y a toute une troupe qui se retrouve le 31 octobre 1981 et qui regarde depuis un point de vue extérieur James et Lily faire leur vie, et du coup, notamment Harry, Ron, Hermione, Albus, etc., ils arrivent tous à ce moment-là et ils voient James et Lily faire leur vie, et donc intervenir, ils empêchent Delphi d'intervenir pour transformer la situation à ce moment-là. Donc finalement, c'est vrai. Donc ouais, finalement, cette date, ce Halloween qui est le début de tout, de toute l'histoire de Harry Potter, en fait, il est décrit 3-4 fois dans toute l'histoire, mais avec des points de vue complètement différents. Ouais, c'est marrant. Alors, je me suis amusée à chercher pour continuer dans l'historique un petit peu des années. Je sais pas si tu l'as fait aussi. Oui. Pas drôle. Est-ce que tu saurais me dire ce qui s'est passé en 1984, le 31 octobre? Ah non, tu t'es pas amusée. Yes. Il y a des choses que je ne sais que tu ne sais pas. Ah si, je l'ai lu en plus. Ah, purée. Je l'ai lu. Il n'y a pas une histoire de révolte avec les gobelins? Non. C'est quoi? En 1984. Le 31 octobre? Le 31 octobre. En tout cas, j'ai pas l'info... Enfin, il y a certaines dates dont je vais parler après. C'est pas forcément exactement le 31 octobre, mais c'est dans cette période-là. Donc en 1984, à cette période d'Halloween, Greyback et son armée de loups-garous, ils attaquent Poudlard. Ah oui, c'est vrai. Et leur but, c'était de mordre le plus de personnes possible pour créer une communauté de loups-garous suffisamment large pour pouvoir prendre le contrôle sur les sorciers, sur la communauté sorcière. Et donc Greyback particulièrement aimait mordre les enfants pour qu'ils rejoignent la communauté lycanthrope dès leur plus jeune âge. Et bon, du coup, pour info, au final, Greyback s'est enfui avant l'arrivée de Dumbledore. Il n'a pas eu le temps de mordre qui que ce soit, je crois, mais il y a une élève qui a essayé de le repousser, qui forcément n'a pas réussi. Mais voilà. C'est quoi la source de cette information? Alors, c'est sur le wiki Harry Potter. Mais c'est Pottermore ou c'est... Non, je crois que c'est en lien avec Hogwarts Mystery. Ah d'accord, très bien. Et donc du coup, j'en profite, est-ce que tu sais ce qui s'est passé à cette période en 1985? Alors vas-y, je sais toujours pas. Alors, en 1985, le 31 octobre, ça c'est sûr, Sir Nicholas, le fantôme de Gryffondor, a co-animé son 493e anniversaire de mort avec Erling the Great dans une salle de bal dans les donjons. Oui, bon après, c'est sûr que, étant donné que on a le 500e anniversaire de mort de Nick Cassis-en-Tête dans Harry Potter 2, je pourrais très bien te dire que, en 1986, il y a eu son 494e anniversaire de mort. Mais notamment, je sais que Mimi Géniard était là et qu'elle a dansé avec un autre fantôme. Mais bon. Dis donc, t'es bien informée. J'étais particulièrement là, ce jour-là. Je continue avec une autre date. En 1986, il y a quelques élèves 4-5 qui se sont rendus à Godric Hollow pendant la période de Halloween pour chercher l'épée de Gryffondor. Ils y ont rencontré le fantôme du roi Ragnuk le Ier. C'est le roi des gobelins durant la période de Godric Gryffondor au XIe siècle. Parce que c'est lui qui a créé l'épée, le roi Ragnuk le Ier.
Et donc, ils y ont rencontré ce fantôme au cimetière Saint-Jérôme. C'est le cimetière de Godric's Hollow où sont enterrés notamment les parents de Harry. Le roi a jeté une malédiction à Merula, l'un d'entre eux, le condamnant à la cécité après qu'il ait essayé de rentrer dans la crypte et de prendre l'épée, de la voler. Donc ils étaient un petit peu affolés parce que forcément il y a un de leurs camarades qui est devenu aveugle. Donc ils ont rendu visite à Bathilda Bagshot, à Godric's Hollow. Bathilda Tour de Sac en français. Bathilda à Tour de Sac, effectivement. Et elle a dit que la seule solution pour lever la malédiction était de retourner voir le roi Ragnuk lui-même et d'essayer de lui parler. Un autre des élèves a été convaincre le roi Ragnuk lui-même de rendre la vue à Merula, insistant sur le fait que son héritage perdurerait en laissant les autres utiliser l'épée de Gryffondor. Ragnuk a à ce moment-là réalisé qu'il était aveuglé par la vengeance et il a décidé de lever la malédiction sur Merula et sur ceux qui avaient essayé de voler l'épée avant elle. D'accord, bah écoute, je connaissais pas tout ça. Ça c'est pareil, c'est source Ouais. Hogwarts Mystery. Ouais, toujours. Ok. Ah, c'est vrai que pour le coup, j'ai jamais joué au jeu et je me suis pas trop renseignée sur l'intrigue. Donc c'est vrai, je crois que si je dis pas de bêtises, ça se passe justement dans les années 80, au moment à peu près où Bill Weasley est à Poudlard. Et donc ouais, ça correspond dans les années 80 et donc effectivement, il doit y avoir pas mal d'intrigues qui sont développées. Mais je m'étais pas du tout intéressée, donc merci pour ces précisions, Lucie. Avec joie. J'en ai encore deux petites. On n'a pas la date exacte, mais entre 1986 et 1990, il y a plusieurs événements inquiétants qui se sont déroulés à Poudlard, retraçant l'histoire que je vous ai contée tout à l'heure de Jack O'Lantern, de Johnny Citrouille. Est-ce que, Alice, tu connais l'histoire de Johnny Citrouille ou le maléfice de Tête de Citrouille ? Pas du tout. Donc pareil, ça Mais vient... maléfice de Tête de Citrouille, je pense que je peux deviner ce qu'il fait. Effectivement. Toujours dans le jeu Hogwarts Mystery, il y a une légende de Halloween qui entoure ce maléfice de Tête de Citrouille. Et c'est l'histoire de Johnny Citrouille, un mystérieux personnage qui est très effrayant, qui a une tête de citrouille, et qui est censé jeter ce maléfice sur des élèves de Poudlard pour leur donner une bonne leçon. Et ça marche que s'il est invoqué à Halloween en prononçant son nom à voix haute 3 fois. Donc ça, pareil, ça fait un peu penser à l'histoire de la Dame Blanche. Je connais pas l'histoire de la Dame Blanche. Bah, la Dame Blanche, c'est une histoire qu'on raconte à Halloween, et que si tu dis 3 fois la Dame Blanche à minuit devant ton miroir, elle est censée apparaître et... D'accord, ok. Voilà. Et donc, en Halloween 87, un élève de Serpentard souhaitait faire peur à ses camarades en invoquant Johnny Citrouille et semer la terreur dans l'école en lançant ce maléfice sur plusieurs élèves. J'imagine trop l'effet de... Quand... T'imagines, tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi qui a une tête de citrouille. Et pardon, ça me fait penser à... Moi, je suis une fan inconditionnelle de la série Friends. Je sais que toi, tu la connais pas trop, mais dans la série Friends, à un moment, il y a une des personnes qui se retrouve avec une pintade pour Thanksgiving, qui se retrouve avec une pintade qu'elle enfile sur sa tête et qu'elle n'arrive pas à retirer. Et du coup, elle a une pintade à la place de la tête. Ça me fait un peu penser à ça. Effectivement. Et enfin, dernière date... Oh, j'ai du mal. Enfin, dernière date historique. En 1990, après avoir pris ses fonctions, Cornelius Fudge a proposé que le ministère mette des limites, des restrictions sur la façon dont les sorciers pouvaient fêter Halloween selon le Code magique international pour garder le secret. Et il y a un porte-parole du ministère qui a défendu ces mesures dans le Daily Prophet. La Gazette du Sorcier. Voilà. Soulignant que les salles de de l'hôpital Sainte-Mangouste étaient plus occupées que jamais le soir d'Halloween, et en rajoutant qu'il y avait toujours un patient dont la tête était à l'envers dû à une farce qui a mal tourné l'année précédente. Donc effectivement, le maléfice de Tête citrouille. Et il y a d'autres événements aussi qui racontent qu'un vampire pris d'un excès de folie a dû être éloigné d'une moldue qui tenait un steak cru. D'accord. Voilà. Ok, donc là tu viens de nous résumer toute la période en fait des années 1980, tous les Halloween de la période des années 80, où Harry est encore chez les Dursley, et donc on n'a pas en fait dans les livres et dans les films en description en fait. Voilà. Avec des sources de Hogwarts Mystery.
Donc à voir si ça reste canon pour vous ou pas, mais Ok. c'est marrant. Et ben, moi j'ai envie de continuer avec les dates d'Halloween qu'il y a, mais dans les Harry Potter, dans les livres. Très bien. Parce que quand même, il faut dire qu'à chaque fois, la date d'Halloween, c'est un point marquant dans l'histoire des Harry Potter. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe, Lucie, le Halloween dans Harry Potter 1, c'est-à-dire le 31 octobre 1991? Alors, dans Harry Potter 1, pour Halloween, donc il se passe effectivement que l'événement le plus marquant, c'est qu'il y a un troll qui rentre dans les cachots dû au professeur Quirrell. Mais aussi, c'est le jour où les trois amis, Hermione, Ron et Harry, sont devenus un trio se rassemblant grâce à cette histoire de troll. Ouais, c'est le premier moment en fait où la fin du chapitre qui s'appelle Halloween justement, on a la dernière phrase qui est vraiment le lien en fait et le début d'amitié entre Harry, Ron et Hermione qui se lie enfin puisque bah, Hermione elle n'était pas trop intégrée jusqu'à ce moment-là. Donc en fait le Halloween dans Harry Potter 1 c'est vraiment le moment où le trio se lie et devient vraiment uni. Totalement. Qu'est-ce qui se passe pour le Halloween dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc Harry Potter 2, c'est-à-dire le 31 octobre 1992. Ce qui se passe dans le deuxième Harry Potter, c'est le jour du 500e anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête. Est-ce que Alice, tu te rappelles de son nom entier exact, le fantôme de Gryffondor, et de sa date de mort? Oui, alors, Sir Nicholas Smith de Pampington, si je dis pas de bêtises, son nom en entier, et donc 500e anniversaire de mort en 1992, donc il est mort le 31 octobre 1492, et je peux même te dire qu'il a été décapité à la hache, une hache qui était mal affûtée, et comme elle était mal affûtée, le bourreau a donné plusieurs, je sais plus si c'est des dizaines ou des centaines de coups de hache sans réussir à trancher jusqu'au bout, ce qui fait qu'il y a un petit bout de chair qui est resté et que c'est pour ça qu'il s'appelle Nick quasi sans tête et qu'il peut pas enlever complètement sa tête parce que le bourreau a très mal fait son travail parce que la hache n'était mal affûtée. Très bien. Alors juste, c'est Sir Nicholas de Mimsy Porpington. Oui, Mais bon, ça va. Ça va. Et est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe d'autre le 31 octobre 1992? Ouais, donc dans les livres, effectivement, le trio assiste à l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête. Ils font la connaissance de Mimi Géniard, mais surtout, c'est en partant de cet anniversaire de mort qu'ils se retrouvent dans le couloir où il y a la première attaque du basilic. Et donc Mystaigne est pétrifié. Et en fait, c'est la première attaque qui lance l'intrigue de la Chambre des Secrets. Donc, encore une fois, on a l'intrigue qui se lance en fait à ce moment-là, au moment d'Halloween. Et notamment, si on regarde de manière plus générale sur l'ensemble de la saga, en fait, c'est la première fois qu'on a un effet qui se passe en lien avec un Horcrux pour Voldemort. Puisque du coup, c'est le journal de Tom Jedusor, ça y est, qui a commencé à posséder Ginny. Et donc, en fait, on a le premier effet avec une pétrification. Donc, en fait, c'est la première fois que un Horcrux, dans ses effets, est révélé au spectateur. Même si pour l'instant c'est un peu une chasse au trésor déguisée de la part de J.K. Rowling, mais c'est vrai que quand on les relit en connaissant déjà toute l'intrigue, on a cette vision-là aussi de l'intrigue plus générale de ce qui se passe. Tout à fait. Et donc c'est ce jour-là, effectivement, comme tu l'as dit, que Mystaigne est accrochée au mur, la première pétrification. Sur le mur, on voit écrit en sang, la chambre des secrets a été ouverte, héritier de l'ennemi. Ah oui. C'est aussi sur le mur qu'on voit écrit en sang, une belle preuve de Halloween. Alice, qu'est-ce qui est écrit en sang sur le mur? La chambre des secrets a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde. Et Lucie, est-ce que tu te souviens de qu'est-ce que c'est comme sang qui est utilisé? Oui. Vas-y. J'entends de l'hésitation dans ta voix. Non, je suis plus sûre de moi. Si, c'est le sang des coqs qui ont été tués parce que les coqs sont... Enfin, c'est l'animal que craint le basilic. Et donc on voit Hagrid qui a ces coqs qui se plaint... On voit Hagrid qui se plaint auprès de Dumbledore que ses coqs sont tués. Et donc c'est avec le sang des coqs que Ginny a écrit ça. Exactement. Bravo. 10 points pour Serre d'Aigle.
Ça va, on va faire monter que notre maison là. Bah c'est bien, en étant toutes les deux Serdaigle, c'est sûr que Serdaigle va gagner là. C'est sûr. Est-ce que Alice, tu veux nous dire ce qui se passe dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 1993, le jour de Halloween? Oui. Alors déjà, c'est le premier Halloween qu'on mentionne où j'étais née. Certes. C'est le jour de la première sortie à Préolard, à laquelle Harry ne peut pas aller. Et donc Harry, il passe l'après-midi en compagnie du professeur Lupin dans son bureau, où du coup il observe un strangulo. Petit détail qui a son importance pour la suite des épisodes. Et surtout, c'est le jour où Sirius Black s'infiltre dans le château pendant la nuit d'Halloween et qu'il essaie de venir tuer Peter Pettigrew. Et en fait, il se retrouve face à Ron qui se réveille en sursaut avec Sirius Black et son couteau dans le dortoir de Gryffondor. Mm. Ouais, c'est aussi ce jour-là, du coup, que le portrait de la grosse dame est totalement griffé, que tout le monde est totalement flippé dans le château, que les draps de Ron, du coup, sont effectivement déchirés. J'aime bien la scène où on voit que le château est fermé au public, au public, qu'il est fermé pour essayer d'éviter que d'autres mondes rentrent, ce que je trouve est un peu absurde en même temps parce que Sirius Black est déjà dedans, donc c'est l'enfermer avec les élèves, mais bon, ça c'est un autre débat. Et avec la nuit suivante qui est assez amusante sur le concept de faire un giga dortoir dans la grande salle avec tous les élèves de Poudlard. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe dans Harry Potter et la Coupe de Feu? Oui. Donc dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est le jour d'Halloween que la Coupe de Feu, justement, va donner les noms des champions. Et donc le jour d'Halloween, elle va donner les noms des 3 champions de chacune des 3 écoles. Donc Fleur de la Cour pour Beauxbaton. Est-ce que tu peux me dire, Lucie, les noms des 3 champions des 3 écoles? Alors on a Fleur de la Cour de Beauxbaton, on a Victor Crumb de Durmstrang, on a Cédric Diggory de Poudlard, de Poufsouffle. Et c'est là que le drame arrive. Exactement. Et que la Coupe de Feu donne le nom d'un 4e champion. Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu puisqu'il n'y a que 3 écoles. Et donc le nom de Harry Potter sort de la Coupe de Feu. Et donc Harry est obligé de rentrer dans le tournoi des 3 sorciers, qui devient donc tournoi des 4 sorciers en réalité. Et donc en fait il se retrouve face à ses peurs et face à la mort en fait finalement potentielle qu'il peut retrouver dans ce tournoi qui est très dangereux et qui était interdit aux mineurs, mais il est forcé de concourir malgré tout. Ouais, et il ne s'y attend pas et c'est sa journée un petit peu de répit où ça devait être les autres qui prenaient... c'est les autres qui étaient censés être couronnés de succès et tout ça. En fait, ce moment de fun, il se transforme pour lui en cauchemar. Et c'est le début d'une aventure terrifiante où il doit affronter beaucoup de choses et sans ses amis pendant un certain temps. Et moi, je le mets un petit peu en parallèle avec 1981 parce que c'est aussi un soir où il perd tout. En 1981, tu peux expliquer. Ouais. Je mets un peu ce moment, ce Halloween de 4e année à Poudlard en parallèle avec le Halloween de 1981. Donc le soir où il a perdu ses parents. Parce que là, c'est pareil, il perd ses amis pendant un certain temps, il va se retrouver tout seul. Là où en 1981, il a déjà perdu ses parents et il se retrouvait dans une famille non aimante, etc. Là, il va se retrouver dans un dortoir où l'ambiance est pas folle du coup, avec Ron qui le boude à chaque fois, etc. Ah ouais, c'est intéressant de voir ça comme ça, effectivement. Ce qui est rigolo, c'est que après, sur les 3 derniers, donc sur le Harry Potter 5, 6 et 7, il se passe rien de particulier sur les Halloween. Est-ce que toi, t'as une idée de pourquoi? Non, j'ai pas spécialement réfléchi. Toi, tu sais? J'ai une théorie. Dis-moi. En fait, quand on regarde bien sur les 4 premiers Harry Potter, donc dans le premier, à chaque fois dans ces 4... En fait, quand on regarde bien sur les 4 premiers Harry Potter, à chaque fois, Halloween marque le début des choses sérieuses en fait dans le livre, le début de l'intrigue. C'est fini l'innocence du début du livre et ça s'assombrit. Dans le premier tome, Harry, Ron et Hermione, donc ils ont frôlé la mort. Enfin, Hermione a frôlé la mort avec le troll. Dans le 2,
Mystaigne a frôlé la mort puisqu'elle s'est fait pétrifier par le basilic. Dans le 3, Ron a failli mourir tué par Sirius Black. Et dans le 4, Harry se retrouve dans un tournoi où potentiellement il peut mourir. Et en fait, on a ce lien en fait, entre Halloween et la mort qui est vraiment présent, où dans ces 4 premiers tomes, bim, ça bascule dans quelque chose de plus sombre, c'est fini, tout va bien dans l'école de sorcellerie, etc. Non, là, il y a un danger, et là, la mort, elle est présente. Et la différence, c'est qu'en fait, dans le 5, 6 et 7, en fait, la mort, elle est présente dès le début de l'histoire. C'est-à-dire que quand le tome 5 commence, en fait, Harry, il est en deuil de Cédric, puisqu'il y a eu la mort de Cédric à la fin de Harry Potter 4. Quand le 6e tome commence, il est en deuil de la mort de Sirius qui a eu lieu à la fin de Harry Potter 5. Et quand le 7e tome commence, il est en deuil de la mort de Dumbledore qui a eu lieu à la fin de Harry Potter 6. Et donc en fait, finalement, les tomes 5, 6, 7, ils commencent directement en fait avec une énergie sombre et avec la mort qui est présente dès le début, contrairement au premier. Donc pour moi, il n'y a pas besoin en fait de rajouter peut-être justement ce côté en lien avec la mort dans ces derniers tomes. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. J'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que ouais. Maintenant qu'on a fait un tour sur l'histoire de Halloween dans Harry Potter, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du lien entre Halloween et les reliques de la mort? On en a déjà commencé à en parler tout à l'heure, en tout cas avec l'histoire que tu nous as racontée sur Jack O'Lantern, donc le personnage de Jack et son histoire avec le diable. Moi j'avais envie de faire un petit tour dans l'étymologie en fait. Harry Potter et les reliques de la mort, ça a été traduit comme ça, mais en 2007 quand J.K. Rowling elle a annoncé le nom du 7e tome, il y a eu un énorme débat dans le fandom. Toi tu t'en souviens pas je pense parce que t'étais trop petite, mais moi je me souviens que quand elle a annoncé que ça allait s'appeler Harry Potter and the Deathly Hallows, il y a eu un espèce d'énorme what, parce que en fait Hallows on savait pas trop ce que ça voulait dire. Parce que c'est un verbe. Le verbe to hallow, c'est une forme archaïque de sanctifier. C'est très, très en lien en fait avec la religion, donc c'est sanctifier, bénir, consacrer. C'est rendre saint en fait, rendre sacré. Dans le dictionnaire de Cambridge, littéralement c'est to make holy, to hallow. Mais en fait le mot, le nom holy, commun, ça veut dire sacré. et holy ça veut dire sacré. Donc il y avait l'adjectif hallow, il y avait le verbe to hallow, mais le nom commun hallow, ça n'existait pas en fait dans le dictionnaire. Et donc ça a été très très compliqué parce que tous les traducteurs se sont dit mais comment est-ce qu'on va traduire ce titre, comment ça va être possible, et il y avait besoin de donner un titre dans les autres langues en anglais, et donc J.K. Rowling elle a dit bah si vous savez pas comment le traduire, vous pouvez traduire Harry Potter and the Relics of the Death. Et donc du coup c'est comme ça que dans toutes les autres langues ça s'est appelé Harry Potter et les reliques de la mort. Alors qu'en anglais, en fait, Hallows, c'est un nom qu'elle a inventé. D'accord. Et du coup, bah forcément, moi, je fais le lien, comme je le disais tout à l'heure, avec Halloween, puisque du coup, on a cette notion du coup des Hallows, qui est vraiment en lien avec Halloween, donc la veille de tous les saints. Le lien entre Hallows, le nom, donc les Deathly Hallows, et puis la date de Halloween, donc comme on a dit tout à l'heure, la veille de tous les saints, en termes d'étymologie en tout cas. Est-ce que toi, tu as des éléments que tu as envie de nous partager justement sur le lien entre les Deathly Hallows, donc les reliques de la mort, et la fête de Halloween dans Harry Potter? Moi, j'avais noté effectivement qu'il y avait la même étymologie entre Hallows et Halloween. Et je m'étais noté aussi le fait que les reliques de la mort, en fait, à L3 combinées, elles peuvent vaincre la mort. Je pense qu'on pourra faire plus tard un épisode spécial sur les reliques de la mort, mais je trouve que c'est intéressant de le mettre effectivement en lien avec Halloween, dans le sens où les reliques de la mort peuvent vaincre la mort, et que le jour de la mort, c'est le lendemain de Halloween, le 1er novembre. Halloween, on célèbre l'étrange, on va regarder des choses qui nous font un peu peur, qui nous font penser à la mort, on s'habille en squelette, tout ça. Et les reliques de la mort peuvent vaincre la mort, là où Halloween, c'est aborder le thème de la mort. Donc elles ont un lien quand même assez étroit. Ok, alors moi je le vois un peu différemment de toi du coup.
c'est que pour moi, comme donc en reliant aux fêtes celtiques, donc Samhain, qui était l'ancêtre de Halloween, c'est, comme je te disais, le moment de l'année où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin possible. Et en fait, du coup, ça me fait penser au fait que à ce moment-là, la mort et la vie se côtoient. Et finalement, en fait, les Deathly Hallows, les reliques de la mort, quand on est en possession de ces reliques, en fait, on peut côtoyer la mort en fait sans en avoir peur en quelque sorte, comme une amie, comme une égale. Donc peut-être aussi que c'est un moment qui est vraiment relié en fait dans son essence à la signification et au symbolisme en fait qu'apportent les reliques de la mort dans Harry Potter. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport au lien avec les reliques de la mort? Euh, non, moi c'est bon. Alors moi je voudrais juste conclure avec quelques fêtes autour de Halloween dans le monde des sorciers. Est-ce que Alice, tu peux nous dire ce que fait Hagrid, donc le gardien des lieux et des clés de Poudlard, spécialement pour l'événement de Halloween? Il fait grossir, il cultive des énormes citrouilles dans le potager de Poudlard, spécialement pour spécialement pour le jour d'Halloween, pour que se fassent des énormes citrouilles flottantes dans la grande salle. Tout à fait, pour les accrocher au plafond. C'est difficile, ça va être compliqué ce petit jeu question-réponse, Lucie, parce que je pense qu'on est toutes les deux tellement au taquet sur Harry Potter Ouais. que ça va être compliqué de se piéger. C'est possible. Est-ce que tu peux nous dire aussi, Alice, ce qui se passe globalement à cette période? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais la période de Halloween, ça marque le début de quelque chose chez les sorciers étudiants à Poudlard. Et ben, ça va être le début de la période du Quidditch aussi. Normalement, au mois de novembre, c'est le moment où, la saison du Quidditch commence. C'est pas ça que tu voulais me C'est faire pas dire ça que je voulais te faire dire. Euh, les vacances d'octobre, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Que en fait, cette période, c'est là où a lieu le premier week-end de visite à Préolard. Ah oui. Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure par rapport à Harry Potter 3. Et que Halloween aussi à Poudlard est systématiquement célébré par un grand banquet avec plein de confiseries, avec les citrouilles qui flottent au plafond, etc. Effectivement, j'allais y venir par rapport au repas de façon générale. Ce que je trouve intéressant, si on reprend un petit peu les premiers Harry Potter, dans l'école des sorciers, c'est le premier repas festif de Halloween que le trio partage à Poudlard. Donc avec ce grand banquet, ce grand buffet, on voit que des choses à foison. Il y a, oui, profusion de nourriture, de boissons. Ils ont l'air tous de se lécher les babines. Euh, et on a à ce moment-là le plafond qui gronde, qui fait des éclairs, tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le deuxième Harry Potter, quand on parlait tout à l'heure du 500e anniversaire de mort de Nick Quasi-Sans-Tête, qu'on ne voit pas dans les films, mais on en parle dans les livres, c'est le premier non-festin de Halloween du trio qui se rend à l'anniversaire surprise. Est-ce que Alice, tu peux nous rappeler ce qui se passe au banquet de l'anniversaire de Nick Quasi-Sans-Tête? Ce qui se passe, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la table, les victuailles, etc. Tout à fait. Bah, en fait, comme les fantômes, ils peuvent pas manger, il y a un banquet, une table de banquet qui a été dressée. Et au départ, Ron est trop content de voir de la nourriture parce qu'il a faim, comme toujours parce que c'est Ron. Et en fait, quand il s'approche de la table, le trio se rend compte que c'est que de la nourriture avariée, pourrie, etc. Parce que comme ça, les fantômes, en fait, en passant à travers le banquet, ont un peu la sensation de sentir une odeur et donc de pouvoir profiter finalement d'une sensation un peu forte pour eux, enfin, pour des êtres humains, mais qui pour eux est faible et ça fait comme s'ils mangeaient plus ou moins en sentant des odeurs très très fortes de nourriture avariée. C'est ça. Et donc du coup, on va retrouver notamment de la nourriture moisie, un pudding véreux, des gâteaux un peu tombales, enfin en forme de pierre tombale, tout ça. Et là où leur premier Halloween était dans une ambiance très agréable, très chaleureuse avant l'arrivée du troll, là ils sont dans une ambiance froide, dans les cachots, avec des fois les fantômes qui les traversent, donc cette sensation de froid qui les imprègne. Et ils font des rencontres aussi quelque peu dérangeantes. Est-ce que tu saurais nous en citer quelques-unes?
Des quoi, pardon? Des rencontres dérangeantes qu'ils vont faire. C'est le moment où ils rencontrent Mini Géniard pour la première fois. Ils rencontrent Peeves aussi à ce moment-là. Ils ont une Peeves. interaction avec Peeves. Peeves qui est l'esprit frappeur dans les livres. Grand absent des films. Ouais. Ils rencontrent aussi le président du club des chasseurs sans tête, qui du coup vient à l'anniversaire de Nick Cady sans tête. Ouais. Le président et aussi, je crois, d'autres personnes du club. Ouais. Et justement, il y a ce petit jeu, cet événement où Nick Cady sans tête demande à Harry de parler de lui au président du club pour qu'il puisse rentrer un petit peu dans le club des chasseurs sans tête. Et bah, il peut pas, parce que, comme tu l'as assez bien raconté tout à l'heure, il n'a pas la tête entièrement coupée. Exactement. Et donc il peut pas jouer au bowling de tête avec les autres fantômes sans tête. Ouais. Donc voilà, cette partie du repas, elle est assez forte, je trouve, dans les deux premiers livres en tout cas. Même si après, donc, on se doute que toutes les autres années, il y a un gros festin pour Halloween. Mais là, c'est particulièrement marqué avec la première et la deuxième année. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a quand même fait un bel historique de tous les différents Harry Potter, de tous les différents Halloween qu'il y a mentionné à la fois dans les livres et dans l'univers étendu de Harry Potter. Comme on l'a dit, Halloween, c'est vraiment une date clé parce que c'est vraiment le début en fait de toute l'histoire. C'est vraiment là que prend racine en fait finalement l'histoire de Harry Potter. On a vu aussi le lien très fort entre Halloween, la fête d'Halloween et les reliques de la mort. Moi, je pense qu'on a discuté pas mal de choses finalement. Moi, éventuellement, je voudrais juste conclure en posant une question. Est-ce que finalement, ce serait pas un peu tous les jours Halloween à Poudlard ? Dans le sens où Halloween, c'est célébrer l'étrange, et que chez Harry Potter, à Poudlard, on est parmi les sorciers. Donc certes, les sorciers sont une minorité, malgré tout, par rapport aux Moldus, mais on célèbre tous les jours un petit peu leur présence. Tous les jours, il y a des sorciers. Donc tous les jours, on célèbre un petit peu l'étrange, les chapeaux pointus, la magie, tout ça. Et une boisson aussi qu'ils ont à l'année, c'est le jus de citrouille, que nous, on pourrait avoir simplement au moment de octobre, Halloween, tout ça. Et eux, ils ont cette boisson à l'année. C'est vrai. Et puis encore une fois, pour faire le lien entre Halloween, Harry Potter et la mort, bah pareil, il y a des fantômes un peu toute l'année à Poudlard, donc finalement ils sont tout le temps en lien avec le monde des morts aussi. Donc oui, t'as raison, en fait, finalement, l'univers de Poudlard ou l'univers de Harry Potter est vraiment entouré par Halloween, et Halloween entoure aussi peut-être entièrement cet univers, quoi. Très belle conclusion. Bah, on espère que cet épisode vous aura plu, ce premier épisode. N'hésitez pas à revenir vers nous sur notre page Instagram, les Bizarre Sisters, pour pouvoir échanger avec nous. On ne sait pas trop à quel est le rythme qu'on va adopter pour l'instant pour la sortie des différents épisodes, mais on vous tient au courant, on a déjà plusieurs idées de thématiques, et voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de thématiques que vous voulez qu'on aborde. Merci Alice pour tes analyses, pour tes recherches et ton partage autour de Halloween dans Harry Potter. Merci à toi aussi, Lucie. Eh bien, merci à tous et à bientôt. À très bientôt. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.